Quel rapport entre la crise sanitaire sans précédent à laquelle vous avez dû faire face et l'apnée sous glace? Pas évident. Eh bien, dans les deux cas, il faut trouver en soi les ressources pour se dépasser. Démonstration avec l'apnéiste français le plus titré, quintuple champion du monde d'apnée dynamique, recordman du monde d'apnée sous glace. Je vous demande d'accueillir Monsieur Arthur Guérin-Bohéry. Installez-vous Arthur, bienvenue. Bonjour. Merci, bonjour. Bonjour et bienvenue. Alors, dernier record établi le 25 mars dernier en Finlande, 120 mètres en longueur et à la brasse, dans une eau à quelle température? Entre 0 et 2. Entre 0 et 2. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, mieux que ce à quoi je m'attendais. En réalité, l'exercice, je me suis énormément préparé, donc je me suis beaucoup entraîné, je me suis acclimaté au froid, je me suis entraîné en apnée pour ce record. Et je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus dur que ça, et en fait, j'ai été plutôt agréablement surpris. Ça a été plutôt bien, ça s'est bien passé. Voilà. On connaît des gens qui nagent en eau trouble, lui nage en eau froide. Avant d'en parler plus en détail, quelques images d'Arthur en action. Merci. De très belles images. Alors il faut expliquer quand même les choses. Il faut dire qu'il y a plusieurs disciplines dans l'apnée, parce que c'est vrai, on en parlait un petit peu avant, les Français sont plutôt réceptifs et fascinés par l'apnée. Il y a un film qui a fait beaucoup pour l'apnée, c'est Le Grand Bleu, le film de Luc Besson, avec Jacques Mayol, Jean-Marc Barr qui jouait Jacques Mayol. Mais il faut expliquer que c'est une discipline de l'apnée, il y en a d'autres. Bien sûr, alors c'est un sport qui, ce que je disais tout à l'heure, qui plane dans l'inconscient collectif français. Beaucoup grâce au film, grâce à Besson qui a su comment dirais-je, transposer la magie de ce sport vraiment à l'écran. Alors ce qu'on voit dans Le Grand Bleu, c'est une discipline bien particulière, qui est donc la descente en profondeur. En plus de ça, ils utilisent donc ce qu'on appelle une gueuse lestée, donc ils descendent vraiment avec un poids, ils remontent avec un ballon, chose qu'on fait plus trop aujourd'hui. Mais il y a plein de disciplines dans l'apnée. Voilà, il y a plein de disciplines. On peut effectivement descendre en profondeur aujourd'hui plutôt à la force, grâce à sa force musculaire. Donc on descend soit à la brasse, soit avec une monopalme par exemple. Mais on peut aussi faire de l'apnée statique par exemple. Donc là on ne bouge pas, c'est simplement une question de temps qui passe. Et on peut aussi donc faire de la distance. Voilà. Et la distance, ça se fait pareil, ça se fait avec palme ou sans palme ou à la brasse, comme ce qu'on a vu dans la petite vidéo. Et donc, pour me diversifier un petit peu, on va dire, pour sortir un petit peu de ma spécialité qui, moi, était vraiment l'apnée dynamique en bassin, même si je pratique la profondeur aussi, comme on peut le voir là, à l'écran. Mais mes titres, on va dire que je les ai eus en apnée dynamique, donc en distance à l'horizontale. Voilà, pour sortir un petit peu de ma routine d'entraînement et ma routine de performance en bassin, je me suis lancé dans ce projet de record d'apnée sous glace, donc en distance sous la glace, pas en profondeur. Et donc là c'est un projet assez ambitieux qui se déroule jusqu'à mars 2022, donc l'année prochaine au Canada.
un premier volet qui s'est achevé en mars dernier en Finlande, où j'ai fait ce premier record d'apnée sous glace donc à la brasse avec ma petite combinaison. Ah, donc je le redis, 120 mètres en longueur. Exactement. Et à la brasse dans une eau à 2 degrés. C'est ça, entre 0 et 2. Et l'année prochaine, donc, je fais le même exercice, mais sans ma combinaison. Donc, avec un volet d'acclimatation au froid qui va être encore plus poussé, quoi. Comment en êtes-vous arrivé à pratiquer ce sport ? C'est une bonne question, c'est-à-dire que j'étais moi proche de l'élément aquatique déjà depuis tout gamin, donc c'est quelque chose que j'adorais faire en vacances en Corse ou à Nice, dans ma ville natale. Voilà, je passais mon temps dans l'eau. J'ai été, c'est un petit peu cliché de le dire, mais j'étais un petit peu marqué quand même par le Grand Bleu à l'âge de 10-12 ans quand je l'ai vu la première fois. Et en fait, cet état d'esprit, d'ailleurs, qui est très bien incarné par Jean-Marc Barr, très rêveur, très poétique, un peu détaché de la réalité comme ça, oui. me collait un petit peu à la peau. Ça me ressemblait beaucoup. J'étais un petit peu marginal comme ça quand j'étais plus jeune. Et tout ça est resté dans ma tête. Et c'est un univers qui me fascinait en fait et que j'adorais. Et un beau jour, à 26 ans, donc sur le tard, je me suis décidé à essayer. Donc je me suis inscrit dans un club d'apnée. On a des clubs d'apnée aujourd'hui un peu partout en France. Il n'y a plus une piscine d'ailleurs qui n'a pas son club d'apnée. C'est un sport en plein boom qui n'est pas réservé à une élite de plongeurs ou de chasseurs sous-marins très entraînés qui veulent garder le niveau l'hiver, etc. Non, aujourd'hui c'est un sport en plein développement qui est très tendance parce que c'est devenu une discipline cataloguée bien-être entre guillemets. Et donc on a plein de gens qui s'inscrivent dans des clubs et qui pratiquent. Donc je me suis rendu compte de ça et je me suis inscrit dans un club à 26 ans sur le tard. Et tout de suite j'ai compris qu'il y avait que je me retrouvais sous l'eau dans le silence. Voilà, que c'était fait pour moi. Me retrouver dans le silence en apesanteur, au contact avec l'élément. Espèce de parenthèse comme ça, je dirais, de bien-être, en fait, un petit peu coupé du monde extérieur qui peut être parfois très agressif, très bruyant, très stressant. J'imagine que le personnel qui travaille en EHPAD, je crois, est très sensibilisé à cette question. On peut être soumis à un stress énorme. Voilà, et le fait de se retrouver un petit peu dans cette bulle comme ça, dans ce silence, cette apesanteur, c'était vraiment des parenthèses pour moi qui me plaisaient énormément. Je vivais à Paris à l'époque et donc j'avais besoin de ces moments où je me retrouvais avec moi-même. Voilà, alors sans forcément aller au début chercher des records du monde, hein, c'était de la découverte comme le font 80-90% des licenciés dans les clubs d'apnée, hein, on n'est pas tous compétiteurs. Donc j'ai découvert quelque chose de très accessible et de très bénéfique pour l'équilibre du corps et de l'esprit. Oui, mais alors très bénéfique, mais pourquoi l'eau froide ? Qu'est-ce que vous trouvez ? Qu'est-ce que vous apporte cette eau de 0 à 2 degrés ? Alors ça, c'est venu après, c'est encore autre chose. J'ai commencé ma carrière donc, en tant qu'apnéiste classique, on va dire, que ce soit en profondeur ou en piscine. Et après, j'ai voulu ajouter cette dimension, effectivement, eau froide à ma discipline. Pourquoi ? Ça, c'est venu en 2016. Donc après mon dernier record, j'ai un record de 300 mètres d'apnée dynamique en bassin que j'ai fait en 2016 en Italie. Et à l'issue de ce record, en fait, j'avais atteint un petit peu l'apogée de ma carrière, on va dire. C'était un objectif que j'attendais depuis très longtemps et que d'ailleurs tout le monde dans la communauté de l'apnée attendait. Ce fameux mur des 300 mètres, hein, donc de distance en bassin. Et après ça, j'ai voulu me renouveler. Et je me suis dit, tiens, il y a une poignée de mecs qui tentent des records sous glace dans les pays nordiques, là-haut. Je ne suis pas très frileux. Il y a une dimension d'adaptation et de prise de risque qui me plaît bien là-dedans, que j'ai pas forcément en bassin d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas vraiment de prise de risque en bassin en apnée. Hein. Il peut y avoir une prise de risque quand on descend en profondeur, par exemple, mais en bassin, on est proche de la surface, donc il n'y a pas cette dimension vraiment prise de risque. Donc là, j'ajoutais aussi une dimension prise de risque à ma discipline qui me plaisait pas mal. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas tenter l'expérience. Donc voilà, j'ai fait un premier record en 2017 avec ma monopalme et avec une combinaison. Et là, donc en mars dernier, je me suis dit, allez, à la brasse, j'enlève la monopalme. Je suis parti sur 120 mètres avec une petite combinaison très fine.
Et là, l'année prochaine, donc sans ma combinaison, quoi. Voilà voilà pourquoi je suis arrivé là. Et je me suis rendu compte chemin faisant, comment dirais-je, en commençant à m'acclimater au froid, parce que c'est une question d'adaptation, bien sûr. Hein, c'est vraiment une adaptation lente, progressive. Oui, on ne rentre pas comme ça dans l'eau, hop, et on y va. On ne rentre pas comme ça dans de l'eau à 2 degrés du jour au lendemain. Donc il y a vraiment un travail d'adaptation long et progressif à mettre en place. Je me suis rendu compte que les immersions en eau glacée régulière étaient très bénéfiques. Donc, c'est-à-dire que là, c'est aussi quelque chose de très tendance d'ailleurs en ce moment. Hein. On voit que les immersions en eau froide, notamment dans les pays nordiques, qui font ça depuis très longtemps, mais ça arrive chez nous petit à petit, aux États-Unis aussi beaucoup, notamment avec la fameuse méthode Wim Hof, ce Hollandais qui a beaucoup démocratisé tout ça. On se rend compte qu'il y a des impacts bénéfiques du froid sur le tonus, sur la qualité du sommeil, sur les douleurs chroniques, sur tout ce qui est inflammatoire, bien sûr, même au niveau hormonal. Hein, donc, ça peut agir sur des états d'anxiété, de dépression, sur la perte de poids. Voilà, bref, il y a tout un tas de choses très intéressantes avec le froid, en tout cas, que j'ai découvert. J'y allais pas pour ça, mais je l'ai découvert chemin faisant. En fait. Alors, est-ce qu'il y a également des bienfaits physiques à pratiquer l'apnée ? Bien sûr, donc ça c'est autre chose. Hein. Il y a des bienfaits physiques et je dirais même psychiques à la pratique de l'apnée. C'est-à-dire que déjà on apprend à maîtriser son souffle. Donc déjà ça c'est important. Le souffle c'est vraiment le socle de la maîtrise de ses émotions et de ses états émotifs. Hein. Je parlais d'anxiété. Le fait, par exemple, de réussir à maîtriser son souffle avec des exercices très simples, on peut déjà vraiment réguler l'anxiété, par exemple. On peut réguler son état de stress, etc. Donc, il y a déjà un apprentissage au niveau ventilatoire, je dirais. Ensuite, les facteurs circonstanciels de la pratique de l'apnée, c'est-à-dire le fait de se retrouver en apesanteur, voilà, comme on peut le voir, au contact avec l'élément aquatique, dans le silence, le tout en bloquant sa ventilation en plus, qui est très symbolique. C'est vraiment, quand on pratique ça régulièrement, on en ressent les impacts et les bénéfices très vite. Mais même, parce que je ne veux pas effrayer tout le monde, même si on ne pratique pas à haut niveau. C'est-à-dire que l'apnée est un sport accessible à tous, qui peut se pratiquer à un niveau loisir, comme quelqu'un qui va jouer au foot le dimanche avec ses copains. Donc il suffit déjà d'essayer. Voilà, on n'est pas obligé d'être en Ligue 1, quoi. Je veux dire, on peut aller jouer au foot avec des potes le dimanche, et ben c'est exactement pareil. On peut s'inscrire dans un club d'apnée, pratiquer à un niveau loisir et toucher du doigt cette discipline qui apporte énormément, sans forcément faire des records sous glace en maillot, quoi. Alors en revanche, vous êtes un athlète de haut niveau. Je faisais tout à l'heure en préambule le parallèle entre la crise sanitaire, la façon dont les professionnels ont dû s'adapter, se dépasser, réagir, et puis vous et votre sport. Comment arrive-t-on à se dépasser ? C'est une vaste question. C'est évident et en même temps c'est difficile de répondre à cette question. Vous avez, j'imagine, en pratiquant, trouvé en vous des ressources que vous n'imaginiez pas. Le dépassement de soi, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'il y a dans la vie, pour moi, il y a deux profils différents. Il y a des acteurs, il y a des spectateurs. Je ne suis pas du tout pour juger l'un ou l'autre, d'ailleurs, positivement ou négativement, mais je pense qu'il y a des spectateurs qui vivent leur vie en tant que spectateurs, qui vont au bureau tous les jours, qui exécutent les directives qu'on leur donne, qui d'ailleurs subissent plus ou moins difficilement une condition de salarié, un patronat qui peut être plus ou moins difficile à supporter, par exemple. Et puis il y a des acteurs. Il y a des acteurs qui vivent par passion et qui développent des projets, qui entreprennent en fait. Et je pense que le dépassement de soi ne peut venir que si derrière on a une activité de passion. S'il y a quelque chose qui nous anime et qui nous pousse dans ce dépassement en réalité. Et je pense que d'ailleurs le personnel médical est tout à fait poussé par cette passion, ce désir en fait d'accompagner justement des patients ou des gens. Et je pense que c'est pour ça que ça parle énormément à tout le monde, enfin aux gens qui sont là aujourd'hui. C'est que je pense que le dépassement de soi s'applique déjà à des gens qui sont passionnés.
Voilà. Et ensuite, ça peut aussi être différent selon les personnes. Il y a des gens qui ont des tempéraments combatifs, d'autres pas. Ça peut être lié à la personnalité, à la manière dont on a été éduqué, aux épreuves qu'on a rencontrées dans la vie, à la capacité de sortir de sa zone de confort, de se mettre en difficulté. Le dépassement de soi, c'est lié en réalité à tout ça. Après, si c'est pas justement quelque chose de, je dirais, de presquiné comme ça, qui peut venir de la manière dont on a été éduqué, de notre enfance. On peut le décider. Je vais me dépasser. On peut mettre en place des outils qui permettent petit à petit de s'entraîner. C'est un entraînement comme un autre en réalité. Hein. On n'est pas obligé tout de suite d'envoyer des records d'apnée sous glace pour se dépasser. Le dépassement de soi, sortir de sa zone de confort, ça peut se faire à tous les niveaux. C'est-à-dire que ça peut être... alors au début, c'est une montagne, hein, ça paraît c'est quelque chose d'insurmontable, mais ça peut être au début vraiment petitement. C'est-à-dire, tiens, je vais... faire passer un dossier, proposer un financement pour un projet, ça peut être parler à mon patron d'une augmentation, ça peut être aborder la jolie blonde à la machine à café, c'est n'importe quoi en fait, se dépasser et sortir de sa zone de confort. Et au début en fait c'est une montagne, et puis quand on l'a fait en fait on se rend compte que c'est pas si terrible que ça, et qu'en fait même tiens on se sent plutôt satisfait de l'avoir fait. Et puis tiens je dis je vais recommencer tiens, et puis d'ailleurs peu importe le fait qu'on réussisse ou pas. Hein. Ce qui est important, c'est le process, c'est le chemin, c'est l'expérience qu'on acquiert en faisant ce genre de démarche. Et donc en fait, petit à petit, en fait, ça devient de moins en moins compliqué, de moins en moins dur. Et puis on y prend de plus en plus goût. Et puis au final, en fait, ça devient quelque chose de nécessaire et de vital même, de se dépasser, d'entreprendre, de tenter d'atteindre des objectifs. Et d'ailleurs, peu importe ce que je disais, si on les atteint ou pas. L'important est vraiment l'expérience acquise pendant le chemin en fait pour arriver là. Donc vous, l'équivalent d'aller parler à la jolie blonde à la machine à café, c'est tiens, je vais faire de l'apnée sous glace. Oui, c'est ça. Et puis d'ailleurs, peu importe que le record soit battu ou pas. Le record, c'est la cerise sur le gâteau en fait. Hein. Moi, l'important, c'est de me dépasser, d'être dans une démarche constructive par rapport à ça. Et le record, peu importe qu'il soit là ou pas, et la jolie blonde, peu importe qu'elle ait dit oui ou pas à la rigueur, on s'en fout. L'important c'est d'être allé lui parler et vous voyez ce que je veux dire. C'est mieux si elle dit oui. Oui, c'est mieux, c'est la cerise sur le gâteau, bien sûr. Faire. Alors attendez, vous me dites les records, c'est pas important. Excusez-moi quand même Arthur, mais quintuple champion du monde d'apnée dynamique, recordman du monde d'apnée sous glace, vous n'allez pas me dire que les records c'est pas important. Je dirais que c'est gratifiant, c'est satisfaisant, ça me donne l'opportunité de développer mes projets, d'avoir des partenaires, d'avoir une visibilité médiatique. Mais en réalité, pour moi, le plus important, c'est le parcours accompli et le fait, par exemple, de pouvoir partager mes idées, comme aujourd'hui avec vous. C'est ça qui est vraiment important. Le record, en fait, c'est une vitrine. Voilà, c'est vraiment une vitrine. C'est là, tant mieux. Ça me donne, j'ai les médailles accrochées au mur. Ça me donne une légitimité pour parler dans les médias, pour venir ici aujourd'hui vous parler, pour avoir des partenaires qui me font confiance pour développer mes projets. Mais en réalité, c'est la cerise sur le gâteau. C'est la surface brillante. C'est ce qui est à l'intérieur qui est important, je dirais. Une question technique, mais qu'on se pose quand on ne pratique pas l'apnée, c'est comment résistez-vous à l'envie de respirer ? Ça aussi, c'est très particulier. L'envie de respirer, en réalité, c'est pas une douleur. C'est pas quelque chose qui on va venir, on va me pincer, on va me taper ou me brûler. Ou voilà. C'est en fait une gêne qui est plus ou moins difficile à supporter. Alors au début, quand on ne connaît pas, c'est insurmontable, pareil. Et puis petit à petit, quand on s'entraîne, on apprend au cerveau à lui expliquer qu'en fait, c'est pas si grave que ça. Puis en fait, même, c'est pas du tout grave. Et puis on peut aller plus loin et on peut le dépasser en se relâchant, etc. L'envie de respirer, c'est pareil. En fait, c'est quelque chose qui demande une capacité à sortir de sa zone de confort. Et donc qui demande un entraînement, mais aussi une combativité
et un mental qui peut être justement forgé par justement un parcours de vie, etc. Donc je dirais que les gens qui font de l'apnée à très haut niveau, et non pas 90% des pratiquants, hein, je parle vraiment des 10% du gratin, on va dire, ce sont des gens qui ont quand même un parcours de vie assez spécial, qui ont une combativité, qui ont une force mentale, mais comme dans tous les sports à haut niveau, somme toute, hein, il y a un profil, je dirais. Après, apprendre à rester dans le relâchement malgré la difficulté, malgré l'envie de respirer, c'est quelque chose que moi j'apprends assez rapidement en fait à des gens qui peuvent parfois faire des expériences apnées avec moi, comme je peux en faire pour des CE par exemple, ou des personnalités, ce genre de choses, ça m'arrive d'en faire. C'est quelque chose, à travers des exercices de relaxation par la respiration, à travers des exercices de concentration, j'arrive à amener assez facilement les gens à justement maîtriser, contrôler cette envie de respirer et arriver à la dépasser. Parce qu'en réalité, il y a une énorme différence entre l'envie de respirer et le besoin de respirer, qui est en général beaucoup plus loin que l'envie de respirer, mais ça on ne le sait pas. Et le jeu justement de l'apnéiste, ça va être d'explorer en fait cette zone entre l'envie de respirer et le besoin de respirer. Parce que quand vous faites vos 120 mètres là, sous glace en Finlande, vous restez combien de temps sous la glace sans respirer ? C'est assez rapide, c'est 2 minutes, 3 minutes je crois, 3 minutes, j'ai nagé en 3 minutes le 120 mètres, donc c'est assez bref. C'est assez bref, mais... Pour se le faire, on va arrêter de respirer pendant 3 minutes. Je vous propose. J'amène la plupart de mes baptêmes, j'appelle ça comme ça, donc des gens à qui je propose ce genre d'expérience. J'amène 9 personnes sur 10 à 3 minutes en une heure de temps et de préparation. 9 sur 10 ? Oui, à peu près, ouais. 3 minutes, c'est vraiment la grosse majorité des gens qui arrivent entre 3 et 4 minutes très rapidement. Vous pouvez aller jusqu'à combien ? Alors moi, l'apnée statique, pour le coup, c'est pas vraiment ma spécialité. C'est pas votre spécialité, mais bon. Mais j'ai fait 7 minutes, 30 une fois en compétition. Voilà. Mais c'est pas... c'est pas du tout... Je dirais qu'il y a un record. Merci. Il y a un record du monde à 11 minutes 35 par exemple en apnée statique, donc le mec qui a fait ça, c'est sa spécialité, c'est un Français d'ailleurs, et il ne fait que ça. Voilà, donc chacun sa spécialité. Il y en a qui vont loin, il y en a qui descendent profond, il y en a qui restent longtemps. C'est vraiment une discipline multiple, voilà, avec différentes disciplines. Oui. Moi, je fais 8,30. Bon, je le dis comme ça en passant, mais je ne voudrais pas me vanter, bien sûr. Alors, vous entraînez. On se dit, cet homme-là, il est toujours en Finlande, ou dans les pôles, ou en Arctique, ou que sais-je encore. Non. Vous savez où il s'entraîne ? Vous allez nous le dire. Enfin, entre autres. Je m'entraîne dans des endroits divers et variés, parfois atypiques. Parfois pas loin d'ici. Pas loin d'ici. Alors comme je suis à Paris souvent, alors je vis dans le sud, donc je m'entraîne beaucoup dans les lacs gelés de l'arrière-pays niçois, parce que je suis sur Nice, où j'ai déménagé il y a peu d'ailleurs. Avant j'étais parisien. Et quand je suis de passage à Paris pour mon acclimatation au froid, donc pas pour l'apnée, hein, mais pour mon acclimatation au froid, je me mets dans le canal de l'Ourcq régulièrement, voilà, donc en face des magasins généraux à Pantin, où je vais me tremper dans le canal de l'Ourcq, qui est entre 3 et 6 degrés l'hiver, donc ça se prête parfaitement à ce genre d'exercice. Si on passe près du canal de l'Ourcq en hiver, on peut vous voir en train de... Oui, bien sûr. D'ailleurs, les employés des magasins généraux sont sciés en général, ils sont sur les balcons, ils nous regardent comme ça. On est tout un petit groupe. C'est interdit. Disons que c'est pas autorisé, mais voilà, la mairie de Paris ne voit pas ça d'un mauvais œil, parce que la mairie de Paris fait beaucoup d'efforts pour la qualité de l'eau des points d'eau parisiens. Et d'ailleurs, il y a une piscine qui a ouvert à Pantin avec de l'eau du canal qui n'est pas filtrée, qui rentre directement dans la piscine. L'eau du canal, d'ailleurs, est très propre, hein, il n'y a aucun souci. Enfin, il y a des vélib et des caddies, mais ça, c'est pas sale. Hein. C'est pas dangereux pour la santé, on va dire. Et donc, voilà, je pense que Madame Hidalgo, qui était là, je crois, hier, voilà, ne voit pas ça d'un mauvais œil, en tout cas, c'est sûr. Vous lui avez appris à ne pas respirer pendant 3 minutes ? Non, mais pourquoi pas d'ailleurs, pourquoi pas, hein. Je sais qu'il y a des gens à la mairie de Paris qui suivent un petit peu mes aventures. Pourquoi pas d'ailleurs aller proposer un masterclass à la direction de la mairie de Paris. Ouais. Pour finir, Arthur, prochaine plongée extrême, où, quand ? Prochaine plongée extrême, mars 2022 au Canada.
où je vais pousser justement cet entraînement d'acclimatation au froid encore plus loin et où je vais tenter un record du monde de distance en apnée sous la glace sans combinaison, qui est pour l'instant à 104 mètres, donc je vais devoir nager 105 mètres, donc dans une eau à 0 degré en slip de bain. Voilà, donc avec une acclimatation au froid qui va être encore plus poussée à partir de septembre, septembre-octobre, où je suis l'évolution des températures de l'eau au fur et à mesure que l'été disparaît et que l'hiver arrive. Et progressivement, en fait, comme ça, je me baigne régulièrement en mer jusqu'à ce qu'elle arrive à 10-12 degrés. Et elle ne descend pas plus bas de toute façon. Et après, je bascule vers les lacs de montagne où je peux avoir de l'eau plus froide. Et je fais comme ça 2-3 immersions par semaine pour vraiment acclimater mon corps au froid. Et en fait, c'est la clé pour réussir ce genre de performance. C'est travailler l'apnée d'un côté, donc en piscine, sur des entraînements apnée classiques. Travailler l'acclimatation au froid, d'autre part, avec des immersions régulières en lac gelé, par exemple. Et à l'approche de l'échéance, coupler les deux, et donc faire de l'apnée en eau très froide, pour faire du spécifique, on appelle ça comme ça, et pouvoir réaliser ce genre de performance. Voilà. Eh bien, nous serons de tout cœur avec vous quand vous serez au Canada pour cette nouvelle tentative. On vous remercie bien sûr, Arthur, et je vous demande d'applaudir l'apnéiste français le plus titré. Beaucoup. Arthur Guérin-Boéry. Merci, Arthur. Merci à vous.